Donc je suis en face d'une personne qui s'appelle Miroslava, ou je sais pas, enfin on prononce à peu près ça, d'origine bulgare. Et votre enseignement, il a un rapport avec la Bulgarie ou pas du tout? Alors, le rapport avec la Bulgarie, je viens d'une famille où Parce quand on pense à Bulgarie, on pense à Peter Denov, on pense à des gens comme ça. Ivanov en France, à Ivanov, effectivement. Voilà. Ce sont des maîtres que j'aime énormément. Ah, ben voilà. Moi, je n'ai pas forcément suivi leur enseignement, mais en lisant les écrits d'Ivanov. La fraternité blanche, je crois pas quoi. C'est la fraternité blanche en Bulgarie et la fraternité blanche universelle voilà. en France avec Ivanov, qui a fait de sorte que cet enseignement soit connu de par le monde. Je ne fais pas partie de ses disciples directement, mais ceci étant, depuis que j'ai découvert ses écrits, effectivement, il est tout à fait en phase sur beaucoup de sujets par rapport à la manière dont je vois le monde. Ceci étant, j'ai eu des enseignements avec d'autres maîtres, j'ai un enseignement avec un maître indien, j'ai un autre avec un maître tibétain, je suis depuis récemment un moine qui est chinois. Donc effectivement, j'ai certains enseignements, des initiations, on va dire, à différentes traditions du monde. En dehors de ça, du côté bulgare, je viens d'une famille effectivement où on a depuis des générations des affinités avec le monde des énergies, on va dire. J'ai eu dans mon arbre généalogique plusieurs personnes qui étaient guérisseurs avec des choses qui se transmettaient de génération en génération. D'où vient cet intérêt que j'ai pour les mondes subtils, pour les énergies, etc. En dehors de ça, j'ai un enseignement assez classique, on va dire aussi, du côté occidental, c'est-à-dire que j'ai un master en sciences humaines de la Sorbonne, j'ai fait du coaching de vie. J'ai plusieurs types de formations à l'occidental et d'initiation, on va dire, à l'oriental. Alors finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez des accompagnements, du coaching, des traitements, qu'est-ce que c'est? Je propose des accompagnements, on peut appeler ça du coaching aussi, puisque le sens du mot coaching veut dire justement accompagnement. Donc j'accompagne les personnes, ce n'est pas moi qui les guide, mais je les aide à s'ouvrir à leur propre dimension sacrée. Alors c'est quoi la dimension sacrée? C'est cette dimension qui est la plus belle, la plus noble de l'être. On le traduit également par le terme d'intuition. En fait, l'intuition, c'est la voix de l'âme. L'intuition, on peut aussi parler de la guidance intérieure, on peut parler de guide dans les sphères subtiles. Et tout ça, en fait, ça reflète une seule et même réalité, plusieurs aspects différents d'une seule et même réalité, qui est la connexion à son propre âme et de là à l'univers. Alors, vous avez des méthodes, une méthodologie, une pratique Justement, c'est l'ensemble de tous ces enseignements. Dire qu'il y a des éléments qui sont de l'ordre de l'énergétique, d'autres qui sont... Enfin là, sur ce salon, par exemple, je propose de la lecture intuitive du tarot. Du quoi? Du tarot d'Osho. Du tarot de quel Osho. C'est un maître indien également. Ah, il est là, ce tarot, donc il est... Et c'est effectivement ce tarot-là que je fais. Voilà. Et c'est pas de la voyance, par contre, que je propose, c'est vraiment prendre conscience du moment présent, de ce qu'il a à nous apporter. Donc c'est plutôt japonais comme... Pas forcément la voyance. Il y a des personnages quand même, on pense à des samouraïs, je sais pas quoi. Il y a des samouraïs, effectivement, il y a des éléments qui sont japonais. Celui-là n'est pas spécialement japonais, celui-là. Celui-là, c'est la roue de la vie. Ça s'écrit comment? Dosho, ça s'écrit? Osho, ça s'écrit O-S-H. D'accord. Voilà. C'est une révélation, ça, effectivement. Et donc, il a été... des cartes qui permettent de prendre conscience des éléments du présent. Les éléments du présent, c'est-à-dire votre inconscient, vous donne des indications sur ce qui est important pour vous aujourd'hui. Ça peut être des situations auxquelles vous ne voulez pas forcément faire attention, que vous ne voulez pas voir. Ça peut être votre indécision sur certains sujets. Votre inconscient va vous donner des indications pour dépasser ces indécisions-là. Va vous donner des indications sur le chemin à suivre, des éclaircissements par rapport à certaines relations qui sont importantes pour vous en ce moment, des aides auxquelles vous n'avez pas forcément pensé, des blocages que vous devrez débloquer. Donc en fait, tout ce genre de choses qui sont importantes pour vous dans ce moment précis. Donc on travaille énormément sur le présent. Ce que j'aime beaucoup dans ce maître qui est Osho, c'est effectivement le fait qu'il travaille sur le présent. Donc on va se détacher de ce qui a été dans le passé, on va se détacher de ses projections dans le futur, on va rester dans les potentialités du présent. Et alors finalement, vous reste, enfin, ce n'est pas, ce sont les cartes qui parlent en quelque sorte. C'est la personne, c'est l'inconscient de la personne. L'inconscient, voilà, c'est ça. Ce n'est pas de la voyance, comme je disais.
c'est vraiment, en fait, je laisse la personne parler. Enfin, je lui dis, voilà, c'est à vous de faire votre tirage, c'est à vous de faire votre interprétation. Ah. Moi, je vous écoute et ensuite, par rapport à ce que j'entends de ce que vous dites oralement, de l'énergie qui se dégage de vous. Donc si je tire une carte, vous allez me demander ce que ça veut dire pour moi. Oui, mais là, ça va prendre peut-être une vingtaine de minutes. Non, voilà, non. exactement. Je vais vous dire, voilà, vous tournez votre carte, vous me décrivez la Ah, carte. c'est original ça. Je verrai ce que vous verrez comme symbole, parce que vous ne verrez pas tous les symboles, toutes les cartes sont très chargées. Vous verrez les symboles qui vont vous parler sur le moment, vous allez me dire des choses, d'après ce que j'entends, d'après l'énergie qui se dégage de vous par rapport à ce que vous dites, et d'après les symboles que vous avez choisis, je vais voir des associations. Donc je vais vous laisser dans un premier temps parler, m'expliquer tout ce que vous voyez, et dans un deuxième temps, je vais vous donner mon ressenti par rapport à ce que j'ai vu, les associations que vous n'avez pas forcément vues, les éléments dont vous n'êtes pas conscient, parce qu'il y a effectivement des symboles qu'il faut connaître. Donc moi j'ai la connaissance, vous pas forcément, donc je vais vous donner des pistes de réflexion, des pistes d'exploration par la suite. Oui, je crois que beaucoup de gens font pas, la plupart des gens ne font pas ça. Je trouve que c'est une bonne idée, mais ils ne laissent pas la personne qui a sorti la carte faire un premier commentaire. Alors pour moi, vraiment l'essentiel de ma démarche, c'est d'aider la personne à se reconnecter à sa propre intuition, à sa propre spiritualité. C'est bien, c'est méritoire. Telle qu'elle l'entend, parce que justement, j'estime que nous avons tous la capacité d'être intuitifs et d'avoir la capacité de prendre nos propres décisions et non pas le laisser dans les mains d'un voyant. Effectivement, je vais apporter mon éclairage, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est que vous-même, vous preniez contact avec votre intuition et votre guidance intérieure. Oui. Et ça voudrait dire, à la limite, que la personne pourrait utiliser le tarot, elle pourrait se le procurer et faire elle-même le tirage par la suite. Elle apprendra avec le temps, effectivement. Oui. En fait, j'ai 20 ans d'expérience, donc il y a des choses qui sont devenues des automatismes. Et si la personne se procure le tarot, tout à fait, avec le temps, elle apprendra de plus. En fait, c'est ce qui se passe. Par exemple, quand quelqu'un tire le I Ching, il le fait pour lui-même, quelque part. Tout à fait, il le fait pour lui-même. Mais alors, quand vous entendez la personne s'exprimer sur les cartes qu'elle a sorties, est-ce que vous avez vous-même vous dites que vous avez un ressenti, est-ce que ça peut arriver à une forme de voyance éventuellement Voilà. Donc, il y a des éléments que je lui apporte. C'est ce que je dis. En fait, dans un premier temps, je l'aide à prendre contact avec sa propre intuition. Mais dans un deuxième temps, je vais lui donner mon éclairage parce qu'effectivement, en me connectant à elle, je vais voir certaines... Je vais vous poser une question un peu étrange. Est-ce que c'est vous qui avez élaboré cette façon de faire ou est-ce que vous avez eu un maître qui vous a enseigné cette... un maître, effectivement, qui m'a enseigné. En fait, à la base, c'est une approche que j'avais intuitivement élaborée. Ensuite, j'ai rencontré, bien sûr, comme par hasard, une personne qui était elle-même très connectée à un monsieur ou une dame? C'était une dame. Une dame. Une dame qui est partie maintenant. Mais en tout cas, c'est une dame qui m'a appris effectivement, qui m'a donné de nouveaux éléments et qui m'a encouragé à en faire une pratique. Est-ce que cette dame était bulgare aussi ou... Elle était française. Française, oui. Donc, non, je suis très surpris de ce que vous dites parce que ça paraît très évident. Et pourtant, si on interroge, peut-être pas ici parce que c'est pas vraiment, mais si vous allez dans d'autres groupes comme Parapsy, par exemple, vous verrez que la plupart des personnes n'ont pas cette démarche au niveau des praticiens. C'est une approche. Oui, non, mais c'est pas du tout un reproche, mais je constate que on ne laisse pas la personne s'exprimer sur son tirage. On ne voit peut-être pas chez ces personnes de la même manière. C'est-à-dire que on va peut-être chez ces personnes en disant voilà, c'est mon problème, donnez-moi une solution. Et donc je donne quelque part le droit à réponse à la personne qui est en face. C'est-à-dire que c'est à moi je vous laisse la responsabilité de me trouver une réponse. Parce que vous avez des dons, parce que etc. Moi, ma démarche, elle est différente. C'est une démarche qui vise qu'à la fin, donc je propose des ateliers, des enseignements un peu plus poussés pour arriver à ça. C'est une démarche qui vise à ce que la personne, à la fin, devienne indépendante. Pas seulement, les cartes, c'est un outil. Mais pour moi, l'objectif, c'est que la personne devienne indépendante dans l'écoute de sa propre voix intérieure. Qu'elle ne laisse pas cette démarche dans les mains d'une personne tierce. Qu'elle reprenne son pouvoir spirituel. Je vais vous poser quelques questions en plus encore. Est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes qui ont qui correspondent à qui entrent dans cette démarche Dans 90% des cas, c'est des femmes. Oui. Est-ce que... Alors c'est une question que je pose souvent, en tout cas que je me pose souvent. À qui ça correspond ce genre de proposition?
aux personnes qui sentent l'appel en elles-mêmes de développer leur côté spirituel et de prendre la responsabilité de leur vie. Mais qui peuvent aussi avoir un sentiment que ça ne va pas tout à fait comme il faut, quelque part. Très souvent, aujourd'hui, malheureusement, l'être humain, pour évoluer, a besoin d'avoir un problème dans sa vie, une maladie, une séparation. Voilà, quelque chose qui fait que ça ne va plus comme il voudrait. Voilà, alors ce que ça veut dire... Dans le confort, on fait pas trop donc, comme vous le dites vous-même, c'est parce que la personne aurait perdu un peu le contact avec elle-même. Enfin, puisqu'ici il s'agit de connecter, ça veut dire que la personne s'est déconnectée d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Hein? On a toujours la connexion, on n'a pas la conscience. On décide parfois inconsciemment de s'en éloigner parce que on a des ressentis qui ne correspondent pas à ce que la vie nous propose, parce qu'on peut se sentir jugé, parce qu'on nous a conditionnés d'une certaine manière, parce qu'on a été blessé, qu'on a peur d'avoir une nouvelle blessure. Et dans ces cas-là, la personne a pu perdre un petit peu le contact avec ses. Cela dit, j'aimerais bien que vous me précisiez s'il y a une philosophie de la vie dans tout ça. Est-ce que, parce que finalement, vous dites qu'il y a des cartes qui disent des choses, hein, mais quelle est la philosophie, l'idéal de vie qui passe par ces cartes et par vous-même? Alors les cartes, c'est un outil parmi d'autres, enfin plusieurs outils. Celui-là, c'est un qui est très concret, très visible. Mais ma philosophie, c'est de redonner le pouvoir spirituel à la personne. C'est-à-dire qu'on a tous en nous une part de sacré, on l'a souvent donné à quelqu'un d'autre, ou on a décidé de ne pas le voir parce que c'est trop, parce que c'est pas rationnel, parce que voilà, on ne sait pas quoi en faire. Mon objectif, c'est vraiment à reconnecter la personne à elle-même, à la partie la plus belle, la plus noble, la plus sacrée d'elle-même, de la manière qui lui convienne. Parfois, ça peut passer par une démarche qui est religieuse. La personne peut dire, ben voilà, je sens l'appel de devenir bouddhiste, ou de devenir un peu plus chrétien, ou plus juif, ou quoi que ce soit. Des fois, ça peut passer par des pratiques qui sont complètement personnalisées, une manière très sacrée de faire de l'art, par exemple, qui peut également être une démarche très spirituelle. D'autres choses aussi, des méditations, des démarches chamaniques, peu importe. En tout cas, pour moi, l'important, c'est d'aider la personne à se reconnecter à cette part spirituelle qu'elle a en elle-même, se reconnecter à la voix de leur âme, parce que j'estime que lorsqu'on a décidé, lorsque l'âme a été envoyée ou qu'elle a décidé de venir ici, on lui a donné certaines dons, certaines qualités, on lui a donné la vibration de se sentir passionné par certains sujets, parce qu'elle a des choses à faire dans sa vie, parce qu'elle a des choses à apporter au monde. Et donc, l'essentiel de ma démarche, c'est d'aider la personne à se reconnecter à cette partie la plus belle et la plus noble d'elle-même, et de se laisser guider par cette partie-là pour pouvoir faire ce pourquoi elle est venue. Oui, mais là, vous parlez d'une approche en quelque sorte personnelle, c'est-à-dire que chaque individu serait particulier. Mais est-ce qu'il n'y a pas des lois universelles, des lois qui appartiennent à... On n'est pas tout seul à être comme on est. Donc finalement, il y a souvent pour nous, pour mon école, c'est un peu un défaut de... les gens, ils sont pas tout seuls à être comme ils sont. Souvent, ce qui se passe près des groupes, c'est que les personnes qui viennent appartiennent entre guillemets à une famille d'âmes. C'est-à-dire qu'ils sont là, et comme par hasard, il y a des activités parmi elles, ils voient qu'ils peuvent faire des choses ensemble, lancer des activités ensemble, qu'elles ont des affinités même spirituellement parlant. Effectivement, on n'est pas tout seul. D'ailleurs, j'encourage, il y a la possibilité de faire des accompagnements individuels, mais moi j'encourage les gens à les faire pendant les activités de groupe que je propose, que ce soit des ateliers ou des programmes sur plusieurs semaines. Je les encourage à ça, parce qu'il y a une certaine intelligence collective qui se met en place, parce que quand on crée un groupe, les personnes qui viennent, c'est jamais par hasard qu'ils se regroupent, et effectivement, il y a cette manière d'être connecté parce qu'on vibre sur les mêmes choses. Oui. Mais est-ce que, pour terminer, parce que vous êtes assez pressé, qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'astrologie, par exemple? Est-ce que c'est un outil concevable, intéressant, ou qui est tout à fait en dehors de vos méthodes? Je ne suis pas astrologue, je n'ai pas forcément l'autorité pour en parler. J'estime, pour avoir fait des thèmes astrologiques, que c'est un outil qui est tout à fait intéressant pour avoir certains éclairages sur sa vie. J'ai déjà fait mon thème astral plusieurs fois avec différents astrologues. Effectivement, il y a des éléments de compréhension.
Après, ce que je propose est une démarche qui est, à mon sens, plus précise et plus personnelle, parce que, encore une fois, je laisse la personne se trouver elle-même. C'est pas l'astrologue qui va lui dire vous êtes comme ça. Enfin, effectivement, ça donne des indications qui sont très intéressantes sur le coup. Mais j'estime que ce soit la numérologie ou l'astrologie, ça donne des indications. Après, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut vraiment continuer à creuser soi-même. Et on a aussi le libre arbitre, c'est-à-dire que le chemin qui nous a été tracé, entre guillemets, le jour de notre naissance, c'est une chose, mais on a toujours la possibilité de choisir de faire autre chose. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça non plus. Mais ceci étant, c'est vrai que ça peut nous apporter des éclairages intéressants. Alors justement, pourquoi justement, pour terminer, pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi c'est plutôt des femmes qui viennent vous voir? Vous avez ça, que c'est comme révélateur de quelque chose, soit de l'essence même de la femme, soit de sa condition sociologique, culturelle. Je travaille beaucoup sur le féminin sacré, justement, et je pense que c'est pour ça que ce sont surtout des femmes qui viennent, en sachant que dans notre société qui est conçue, enfin, on nous encourage énormément à fonctionner un petit peu de manière masculine, il faut être dans l'action, dans la décision, dans des éléments qui sont assez masculins, l'efficacité, voilà, des choses qui sont, enfin des éléments qui sont aujourd'hui très masculins. On ne laisse pas ou on n'apprend pas forcément à la femme de valoriser suffisamment, de développer suffisamment ses qualités. Les qualités du féminin sacré, justement, sur lesquelles je travaille, et du masculin sacré aussi, parce qu'ils sont complémentaires, mais le féminin sacré, donc c'est cette énergie qui nous permet de développer l'intuition, qui nous permet de développer la créativité, qui nous permet de développer la bienveillance, de prendre soin de l'autre. Ça, c'est des qualités qui sont spécifiquement féminines dans l'énergie féminine, donc les hommes peuvent les avoir, mais les femmes les ont naturellement beaucoup plus, et c'est plus facile pour une femme de se connecter à cela. Et c'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, les femmes se sentent peut-être un petit peu perdues, puisqu'on leur enseigne, et j'ai souvent des personnes qui viennent comme ça, qui me disent, mais en fait je suis beaucoup dans ma tête, je réfléchis beaucoup, j'arrive pas à m'en sortir, ça tourne, en fait je reviens toujours à la même chose. Et je leur dis, en fait, simplement se connecter à son intuition. Mais c'est quoi l'intuition? C'est justement la manière de fonctionner naturelle de la femme. Et donc, effectivement, dans mes stages et séminaires, j'apprends aux femmes de se reconnecter à cette part d'elles, qui est le féminin sacré. Et les hommes, bien sûr, au masculin sacré. Mais pour eux, c'est une démarche qui est peut-être plus simple à la base, parce qu'être dans la décision, dans l'énergie, soit de protection, soit d'action, c'est plus facile dans notre société, ça vient plus naturellement. On est beaucoup plus encouragé à le faire. Alors que pour le féminin sacré, c'est une démarche qui est un peu différente et beaucoup moins évidente. Voilà, on ne nous apprend pas forcément à le faire, on ne nous encourage pas. Et par exemple, l'émotivité, qui est quelque chose, se reconnecter à ses émotions, développer son intelligence émotionnelle, n'est pas forcément quelque chose qui vient spontanément dans la société, c'est pas forcément encouragé, c'est pas forcément enseigné dans la famille. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont à la recherche de quelque chose et ne savent pas trop quoi, mais en réalité, c'est cette dimension que je dirais sacrée de la féminine, enfin, de l'énergie féminine. Si vous avez encore une minute, je ne sais pas. Encore une minute. Le problème de l'avoir et de l'être, par exemple, est-ce que. Je vais vous dire des choses qui ne vont peut-être pas vous convenir, mais le besoin de posséder des choses, par exemple, d'avoir des objets, d'avoir une maison, de profiter des choses qui existent déjà, plutôt que de rechercher ce qu'on a en soi, par exemple. Est-ce que ça n'est pas un obstacle, une tentation pour les femmes d'être plutôt dans l'acquisition de choses qui sont bonnes, plutôt que d'aller chercher en soi-même? Alors ça, c'est tout le sujet de mon stage, effectivement. Dans le féminin comme dans le masculin, il y a différents niveaux d'évolution quelque part de l'être humain. Si on parle des chakras, quand vous dites les possessions, le fait de posséder, de trouver un mari par exemple qui va nous apporter bien-être financier, avec qui on va faire des enfants pour s'assurer encore plus sa survie financière. Là on est dans les pulsions primaires, instinctives de la femme, de la femelle quelque part, qui a besoin de s'assurer sa survie. Et donc on va réfléchir comme ça, je me cherche un mari, je me cherche, qui subviennent à mes besoins, je cherche à avoir des enfants pour la survie, donc on est dans la survie, donc c'est vraiment des instincts très primaires. Chez l'homme, ça s'exprime différemment, mais en fait on a la même chose quand un homme a besoin d'avoir des partenaires sexuels multiples, on est un peu dans c'est exactement le même type de problématique, c'est-à-dire qu'on est dans le primaire, on cherche à
continuer l'espèce quelque part. Donc ça, c'est des pulsions primaires. Et justement, ce que j'invite dans mes stages, c'est de prendre conscience qu'on a tout ça en nous, on a ces instincts primaires, mais on peut les vivre différemment, on peut les élever à un autre niveau et développer la partie féminine sacrée, c'est-à-dire justement l'intuition, la créativité, le fait d'être dans le don et dans la bienveillance, dans le fait de donner, de prendre soin de l'autre. Comme pour l'homme, ce serait prendre soin, enfin, aimer toutes les femmes comme il le fait. Enfin, à un niveau primaire, ce serait avoir le plus possible de partenaires sexuels. À un niveau plus élevé, c'est vraiment aimer l'humanité et donner le plus possible d'amour désintéressé à l'ensemble que ce soit des femmes ou des hommes. Donc, c'est bien la différence entre ce qui peut être appelé les pulsions primaires qui peuvent nous animer et les pulsions plus élevées, plus sacrées de chaque être humain, qu'il soit féminin ou masculin. En sachant que, par exemple, on peut avoir aussi, disons l'acte de manger. On peut manger au McDo sans conscience, en bouffant, on peut bouffer, voilà, on peut bouffer. Comme on peut quand on a développé un certain de ces caractéristiques sacrées, prendre conscience que la nourriture nourrit nos cellules et nourrit aussi notre énergie. Et donc du coup, on ne mange pas n'importe quoi, on mange avec beaucoup plus de conscience. Et pareil pour l'acte sexuel, on peut dans un niveau très primaire, c'est vraiment je sens une charge, donc il faut que je la décharge. Donc, voilà, c'est primaire. Et on peut aussi utiliser la sexualité d'une manière beaucoup plus sacrée, avec beaucoup plus de conscience. Et on est ça renvoie au tantra un petit peu. Un petit peu. Enfin, je ne veux pas réduire ce que je fais au tantra, parce qu'en fait, il n'y a pas que la sexualité dans le féminin et le masculin sacré. Mais effectivement, ça en fait partie. Et effectivement, on peut vivre sa sexualité d'une manière beaucoup plus noble, beaucoup plus belle. Le fait d'être en relation, ça peut être la femme qui cherche un mari juste pour subvenir à ses besoins matériels, comme ça peut être la femme qui cherche à s'unir à l'homme sacré. Et pareil pour l'homme, ça peut être j'ai besoin d'une partenaire sexuelle, comme ça peut être j'ai besoin de m'unir à une femme dans ses dimensions sexuelles. Alors excusez-moi, donc je rebondis sur ça. Est-ce que l'homme sacré ou la femme sacrée, c'est une personne précise, ou ça peut être toute femme, doit être considérée à un moment donné comme la femme sacrée ou tout homme? Ce sont des dimensions que nous avons au potentiel en nous-mêmes. C'est-à-dire que potentiellement, nous avons tous la capacité de développer cette part sacrée en nous. Donc vous pouvez vous-même, par exemple, aimer différents hommes en essayant de trouver chaque fois l'homme sacré chez chacun de ces hommes. Alors si j'ai bien compris, moi je peux aimer l'ensemble de l'humanité, que ce soit des hommes ou des femmes, avec un amour désintéressé, comme pour les maîtres spirituels par exemple. Alors, il ne s'agit pas de relations amoureuses, c'est vraiment un amour qui va au-delà des relations femmes. Comme je peux avoir une relation dédiée effectivement amoureuse cette fois-ci avec un homme, en ayant la conscience qu'on veut justement équilibrer nos énergies masculines et féminines, harmoniser nos énergies, faire de sorte qu'elles arrivent à une harmonie, à une paix, donc apaiser tous ces conflits entre les hommes et les femmes qui ont traversé les siècles. Mais excusez-moi, ça veut dire que ça n'est pas incompatible que l'on puisse aimer des hommes successivement ou des femmes successivement? Les relations étant ce qu'elles sont, je ne suis pas très sûre de comprendre les questions. Non, mais ça veut dire que si effectivement, ça veut dire que quelque part, être capable de retrouver le féminin sacré en toute femme ou le masculin sacré en tout homme. Donc on peut effectivement avoir des relations avec des partenaires différents du moment qu'on retrouve cette dimension chaque fois, non? Après, il y a des personnes qui sont naturellement monogames, d'autres qui sont plutôt polygames. À mon sens, mais ça n'engage que moi, ça veut dire aussi des choses sur le niveau d'évolution de la personne. Tout à l'heure, on avait l'impression que le primaire, c'était la polygamie. Oui. Donc, inversement, la monogamie serait plutôt plus évoluée. De mon point de vue. D'accord. De mon point de vue, après, ça n'engage que moi. Je connais des personnes, non, quand même la plupart des gens que je connais, que j'estime être dans leur dimension sacrée, ont plutôt tendance à... C'est le couple, vraiment, le couple sacré. Oui. Et qui traverse le temps. Qui, effectivement, parmi les personnes que je connais qui fonctionnent comme ça, qui traversent le temps. Parce qu'on arrive à vraiment un engagement qui n'est pas, ok, je n'ai plus ce désir sexuel envers la personne, donc du coup, au bout de 2-3 ans, ça y est, on ne sait pas, parce qu'on n'a plus rien à faire ensemble. On est dans une autre dimension de la relation, ce qui fait qu'on arrive à être beaucoup plus... la relation peut durer beaucoup plus, justement, parce qu'on a un niveau différent de conscience
conscience ne se relie pas au niveau primaire, mais seulement au niveau secteur. Cependant, pour terminer, je pense qu'on n'est pas constamment sur la même longueur d'onde dans son comportement et qu'à certains moments, on recherche l'unité avec l'autre, différent, et d'autres moments, cette unité apparaît comme problématique, si vous voulez. Et qu'on va à ce moment-là, il faut à un moment donné se joindre à l'autre et à certains moments prendre un peu de distance, alternativement, cycliquement. C'est tout l'enjeu de la vie de l'être humain, on n'est pas constant, on n'est pas égaux à tout. Oui, donc il faut aussi apprendre à suivre un peu cette... on n'a pas parlé beaucoup de cyclicité, mais il y a une cyclicité dans la vie qui fait que on n'est pas constamment, les choses ne se présentent pas constamment de la même manière et on ne voit pas constamment les choses de la même façon. Tout à fait. Après, si un couple est amené à se séparer pour des raisons qui n'ont pas à voir avec le fait, avec la sexualité un peu basique, on peut tout à fait, l'un ou l'autre peut décider de prendre un chemin différent. Ça fait partie pas se séparer, mais disons être moins proche, ça peut être pas forcément radical. Oui, effectivement, dans la vie d'un couple, il peut y avoir effectivement des moments... Déjà dans la journée, à midi et à minuit, on est assez seul, et le matin et le soir, on est plutôt ensemble. Voyez-vous. Tout l'enjeu du couple, c'est justement d'arriver à s'harmoniser. Ça, c'est un travail, ça se fait pas tout de suite d'un coup. Croire qu'on trouve quelqu'un avec qui ça se passe très bien, on peut trouver quelqu'un avec qui ça se passe très bien, mais dans la durée, c'est encore autre chose. En général, ça demande quand même d'arriver à s'harmoniser, harmoniser ses manières de fonctionner et d'en trouver une complémentarité. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a parfois des connaissances, des savoirs qu'on peut acquérir et qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe. La compréhension, effectivement, dans la tête, c'est une manière de fonctionner masculine et on a tous en nous notre capacité de fonctionner masculine. Et pour la femme, ce serait plus apprendre à ressentir plus avec ses tripes, avec son ventre, avec son intuition. Merci beaucoup, Merci. Miroslava.